Voilà, deuxième partie de notre émission avec Territoire d'Info et l'invité politique ce matin en direct sur ce plateau. C'est Benoît Hamon. Bonjour, vous êtes tête de liste Générations Européennes. Merci d'être avec nous ce matin sur ce plateau, Benoît Hamon. Et pour vous interviewer, co-interviewer à mes côtés ce matin, Oriane Mancini, bonjour, depuis le Sénat. Et bonjour Hervé Favre, de La Voix du Nord. Merci d'être là ce matin. Benoît Hamon, cérémonie d'hommage aux 2 militaires français tués dans l'opération visant à libérer 2 otages français. Même le président américain y est allé de son compliment hier au soir en disant que les Français avaient fait du bon boulot. En quoi est-ce important pour une nation de se retrouver autour de la figure de ce qui est considéré maintenant comme ces 2 héros? C'est le cas d'ailleurs de toute la presse quotidienne régionale ce matin, c'est ce qu'ils disent. Pas parce que ce sont des hommes qui font le sacrifice ultime, celui de leur vie, pour nous, pour sauver 2 d'entre nous. Sans se poser la question de savoir d'où ils viennent, qui ils sont, mais parce qu'on ne laisse pas un citoyen français seul face aux terroristes et aux barbares sur la planète. Et moi, je me félicite aujourd'hui que cette doctrine soit celle retenue par le président de la République dans la continuité de ce qui avait pu être fait auparavant. Donc oui, ce sont des héros et en plus, ils sont issus d'une des meilleures formations militaires, les commandos marines, qui inspirent le respect et en l'occurrence justifient que l'on s'incline devant leur mémoire. Vous comprenez ces polémiques sur le fait que ces 2 touristes français n'auraient sans doute pas dû s'aventurer sur ces territoires considérés comme dangereux? Le problème, c'est que c'est très difficile. La polémique, elle est lancée par le ministre des Affaires étrangères lui-même, qui dit qu'il n'aurait pas dû. Donc après, difficile de ne pas réagir à la polémique lancée par le ministre des Affaires étrangères. Moi, depuis le début, j'ai dit que je refusais, par exemple, de commenter oui ou non le président de la République devait-il aller recevoir à Villacoublay les otages. Je considère qu'il prend une décision difficile. Moi, je ne vais pas lui faire des reproches. Surtout, la décision difficile, c'est faut-il intervenir ou pas? Il dit oui, et cette décision est lourde de conséquences. Donc, il va chercher, parce qu'il le ressent comme tel, les otages. Moi, j'ai pas de reproche à lui faire là-dessus. La polémique, elle est ouverte par le ministre des Affaires étrangères qui dit écoutez, il faut faire attention, il y a là une zone rouge, il se trompe. Et maintenant, on reproche à l'opposition de réagir, en tout cas à certains membres de l'opposition, de réagir à ce que dit Jean-Yves Le Drian. Si Jean-Yves Le Drian n'ouvrait pas la polémique, il n'y aurait pas de polémique. Merci Benoît Hamon. On va changer de sujet, on va parler de l'écologie, puisque c'est un sujet qui vous tient à cœur. Sur le glyphosate, un sénateur, Pierre Médiel, a dit ce week-end le glyphosate est moins cancérogène que la charcuterie ou la viande rouge qui ne sont pas interdites. Qu'est-ce que vous pensez de ces déclarations? Faut qu'on lui offre un petit verre de glyphosate et on va voir si à choisir entre la charcuterie et le glyphosate, il va boire le glyphosate. Non mais c'est incroyable. Non mais on a comme ça des sortes de d'uluberlus sortis de nulle part qui vous racontent des choses aussi grosses que ce plateau et qui confrontés à la bêtise de ce qu'ils disent seraient bien incapables évidemment d'ingurgiter un verre de glyphosate. Pourquoi? Parce que la charcuterie est évidemment moins dangereuse. Les charcutiers de ce pays vont être contents quand même. Je veux dire, tous ceux qui font du bon pâté, du bon jambon vont savoir qu'il y a un sénateur quand même, membre d'un groupe politique, qui était soutien d'Emmanuel Macron à un moment, qui explique aujourd'hui qu'il vaut quand même mieux aller boire un petit coup de glyphosate sur le zinc que manger de la charcuterie. Moi je pense toujours que je préfère manger de la charcuterie. Hervé Favre. Mais oui, il n'y a pas de débat. Notamment sur l'alternative au glyphosate. C'est très bien que les agriculteurs nous disent oui, mais si on n'a plus de désherbants, on peut aussi avoir de gros problèmes. Il faut bâtir un autre modèle agricole qui sera d'ailleurs plus riche en emplois. On sait que ça va prendre un peu de temps. Il y a des alternatives qui existent et qui sont des alternatives qui ne sont pas dangereuses comme aujourd'hui l'est le glyphosate pour la santé et pour les sols. Simplement, c'est qu'on a un modèle agricole intensif dont un certain nombre de grands intérêts financiers, pour partie défendus par la FNSEA, ne veulent pas sortir. Qui défend-on avec ce modèle qui est un modèle qui surutilise des intrants chimiques?
quelques grandes fortunes qui se sont réalisées au détriment, au fond, de la qualité et de la fertilité de nos sols sur le long terme et de la santé. Moi, je considère que sur le glyphosate ou tout produit suspect d'avoir des conséquences négatives sur la santé, il faut prendre des décisions politiques. C'est à ça que sert la puissance publique. J'avais défendu lors de l'élection présidentielle, rappelez-vous-en, la question de l'interdiction des perturbateurs endocriniens, celle déjà des pesticides et des insecticides. On me regardait avec un air bizarre, est-ce bien un sujet pour l'élection présidentielle? Nous y sommes 2 ans plus tard. On voit qu'il y a là de grands scandales sanitaires. Et pourquoi ce sont des scandales sanitaires? Parce que des lobbies privés ont méthodiquement travaillé en coulisses, obtenu le soutien de certains responsables politiques, certains hauts fonctionnaires pour maintenir la distribution, la vente et l'utilisation de produits qui sont dangereux pour la santé. Au même motif, je rappelle que le chlordécone dans les Antilles a tué, a démoli, sali, pollué les Caraïbes. On a les mêmes phénomènes aujourd'hui à La Réunion. On a lié à ce modèle agricole des scandales sanitaires et environnementaux qui justifient que dans notre programme politique, je le dis, il y a la demande de la reconnaissance du crime d'écocide, c'est-à-dire un crime contre la planète, un crime contre les générations futures, dont nous demandons qu'il soit demain reconnu au niveau international, intégré à la Cour de justice européenne sous la forme d'une chambre spéciale qui serait capable justement d'instruire et de juger ce type de crime contre la planète et les générations futures. Emmanuel Macron a annoncé la tenue, la mise en place d'un conseil de défense écologique. Il aurait avancé ce premier conseil initialement prévenu en juin à la semaine prochaine. Est-ce que pour vous c'est un signal de la part du chef de l'État avant les européennes? Mais oui, mais est-ce qu'on peut oublier ce que fait les gesticulations d'Emmanuel Macron pour savoir ce qu'il ferait au Parlement européen? C'est une élection européenne ou on l'annule? Parce que moi, on me parle de plein de choses qui n'ont rien à voir avec ce qu'on va faire au Parlement européen. Non, sans parler d'européenne, ce Conseil de défense écologique a été annoncé au Gilets jaunes. Il n'est pas crédible sur les questions écologiques, Emmanuel Macron. Il n'y a personne qui pense qu'il est crédible. L'artificialisation des sols se poursuit, les émissions de gaz à effet de serre continuent à augmenter, on continue à autoriser des produits dangereux. Il n'est pas crédible. Alors maintenant, je veux dire, la dernière trouvaille des conseillers en communication d'Emmanuel Macron, c'est le Conseil des citoyens pour savoir... C'est juste de la com'. Mais vous croyez qu'on ne sait pas ce qu'il faut faire? Le GIEC nous dit on a 10 ans pour agir. Et qu'est-ce qu'on fait? Une commission. Alors moi je suis ravi qu'il y ait une commission même de citoyens tirés au sort, mais le sujet est-il cela? Et vous me parlez quoi d'initiative du président de la République, là où on va avoir, nous, à voter dans, 3 semaines? Même pas 15 jours. Alors justement, il y a une élection européenne quand même, pour rappel. Oui. C'est ce que fait Macron. Je vous ai entendu critiquer Emmanuel Macron, le programme franco-français. Alors là, je suis désolé, mais Nathalie Loiseau a publié un programme. Emmanuel Macron a un agenda européen, on peut être d'accord ou pas, mais enfin, il y a même des points communs avec certains thèmes que vous défendez, comme les accords commerciaux, qu'on ne signerait pas avec les pays qui ne respectent pas. Il y a beaucoup d'écologie dans le programme de Nathalie Loiseau. Écoutez, est-ce qu'on peut mettre nous, on a travaillé un programme transnational et pan-européen. Je n'ai pas besoin d'européaniser mon programme. Il est le même que ceux que défendent les membres du Printemps européen en Pologne, au Portugal, etc. Ce n'est pas du tout le cas des libéraux. Il y a un programme franco-français de Madame Loiseau, qui devra être confronté à ses petits collègues néerlandais, ses petits collègues allemands, etc. Pareil pour les socialistes. Les 5 socialistes français qui pourraient se faire élire, ils vont devoir discuter avec 25 Allemands qui n'ont pas du tout le même programme. Nous n'aurons pas besoin d'européaniser. Et c'est pour ça que je suis un peu fâché, moi, aujourd'hui. C'est que cette élection n'a pas été prise au sérieux. Notamment parce que ceux qui se revendiquent pro-européens, ça n'est pas sérieux aujourd'hui de n'avoir que des programmes nationaux. Et après tout, je veux dire, à quoi elles servent ces élections européennes, puisqu'elles sont jugées par le président de la République comme des élections intermédiaires dans lesquelles il doit poursuivre son match avec Marine Le Pen. Meilleure preuve, demain, la semaine prochaine sur France Télévisions, débat public, ce ne sera même pas M. Bardella qui sera invité pour la liste Front National, mais Mme Le Pen. Ce ne sera même pas Mme Loiseau, cachée cette candidate qu'on ne saurait plus montrer, mais M. Guérini. Le service public accepte cela, il exclut qui? Les têtes de liste. Non mais c'est incroyable. Je veux dire, aujourd'hui, on ne parle... Il a laissé le choix, je crois, au parti de choisir entre tête de liste et chef de parti. Mais pourquoi on ne tire pas au sort les candidats? Pourquoi est-ce que le service public décide qui, quoi, comment? Et ce ne sont même pas les candidats qui vont défendre des lignes. Mais vous vous rendez compte? Juste un mot là-dessus avant de revenir sur le fond de la campagne. Vous irez à ce débat. C'est un débat qui se déroule en 2 temps. D'abord les grands partis, entre guillemets, et ensuite les permettez-moi que je réserve mes réponses pour le service public en temps et en heure. Mais alors... Ça, on a entendu votre colère. Vous n'êtes pas content de la façon dont ça se déroule. Parce que c'est légitime. Parce que c'est pas possible qu'on dise il y a un débat
où on choisit des candidats, et ce ne seront même pas les têtes de liste, en première partie, là où il y a des gens devant leur télévision, et à partir de 23h, quand les gens se couchent, parce que les gens travaillent, et ben, là, on a un deuxième débat avec 9, 10, 12 candidats, je ne sais pas, qui vont se partager vaguement quelques temps de parole. Mais est-ce que c'est ça, la démocratie? Non, c'est pas sérieux. Et Mme Ernotte, dont j'ai compris qu'elle était en cours de renouvellement de son mandat, donne quelques gages à l'Élysée. Je ne suis pas sûr que ça lui assure un nouveau mandat, mais en tout cas, elle n'est absolument pas à la hauteur. Vous liez les deux choses? Mais je lis tout. Le renouvellement du mandat de Delphine Ernotte et ce que France 2, France Télévisions aujourd'hui prépare pour les Européennes. À la France Télévisions, on devrait être en pointe sur le pluralisme et sur la qualité du débat démocratique. On ne l'est pas. La faute à qui? La direction, la rédaction, peu importe. C'est la réalité aujourd'hui. Nous n'avons pas un service public audiovisuel. Vous ne voulez pas nous dire si vous y allez ou pas? Ah, mais vous verrez, ça vous verrez. Benoît Hamon, vous êtes donc tête de liste de votre parti aux européennes. Vous avez un taux de notoriété très important, on le voit dans toutes les études, maximum même. Vous êtes le plus connu des candidats aux européennes. Mais moi, ce qui m'interpelle, c'est que quand on regarde les intentions de vote, elles restent très basses. Comment vous expliquez ce décalage entre votre positionnement, grande notoriété, très connue, vous avez été candidat au présidentiel pour le Parti Socialiste, et le fait que les intentions de vote restent scotchées très basses. Mais croyez-vous expliquer ça? Croyez-vous que j'ai une seule chance de défendre que ça change dans l'absolu si je parle de moi, là? Non mais franchement... je parle d'Emmanuel Macron, maintenant des sondages. Il y a un moment où on va faire. Non, est-ce qu'on peut faire notre travail? Vous avez compris entre cette notoriété importante et je suis populaire, mais pour l'instant, les intentions de vote, on verra dans 15 jours. Alors, pour essayer de convaincre les gens que c'est important les élections européennes, je ne vais pas parler de moi et des sondages, je vais essayer de parler de ce que je crois important. Ce que je crois important aujourd'hui, c'est qu'on mesure ce qui est en train de se passer. Partout en Europe, les libéraux cèdent aux nationalistes. Est-ce que c'est pas exagéré, M. Hamon, de dire cela? Non. Pourquoi? Sur la question des migrants et le droit d'asile, les droits ont été réduits. Sur la liberté de circulation, même Macron veut remettre en cause Schengen. On laisse circuler les biens, les marchandises, mais plus les hommes. Sur la liberté de la presse, en Hongrie, en France, ces libertés aujourd'hui sont en train d'être réduites. Est-ce qu'on peut dire un mot? Parce que ça, c'est un enjeu européen sur la défense des libertés. Que ce qui se passe en France, 3 de vos confrères qui sont entendus par le renseignement intérieur, parce qu'ils veulent faire la lumière sur l'utilisation des armes françaises par les Saoudiens contre des populations civiles au Yémen. Des armes qui continuent à être vendues en ce moment. Ils ont voulu faire leur travail, informer les Français, ils sont entendus par le renseignement intérieur. 17 ONG disent la liberté de la presse est remise en cause. Il y a une pétition internationale qui est signée. Qui fait ça? Monsieur Le Drian, Madame Parly, Monsieur Castaner. Que reste-t-il? Que reste-t-il chez ces 3 mercenaires des convictions de gauche qu'ils avaient auparavant? Où est l'internationalisme? Où est la défense des droits de l'homme? Où sont les grands principes en termes de liberté de la presse? Que nous disent-ils sinon de protéger soi-disant le secret défense quand il s'agit de protéger des ventes d'armes indignes? Pour vous, Jean-Yves Le Drian n'est plus de gauche aujourd'hui. Les bombes françaises tuent probablement des enfants au Yémen. Et la responsabilité des démocrates est d'être aux côtés de ceux qui veulent faire la lumière là-dessus, pas aux côtés de ceux qui veulent cacher l'indicible. Vous voyez bien qu'on est loin des élections européennes. Vous voyez bien vous-même. Qu'est-ce que vous dites? Jean-Yves Le Drian n'est plus démocrate aujourd'hui. Vient d'être. Mais pourquoi je parle de ça? Il vient d'y avoir un vote au Parlement européen sur la question d'un fonds sur les ventes d'armes, où nous avons, avec notre député européen Édouard Martin, posé des règles sur des barrières éthiques aux ventes d'armes, en disant on ne peut pas faire n'importe quoi avec les ventes d'armes. Qui a voté contre ces règles éthiques? Les libéraux, les conservateurs, les amis de M. Macron, les amis de M. Bellamy. Mais qui d'autre encore? L'extrême droite, évidemment. Qui d'autre encore? Les socialistes français. Donc la réalité, oui, c'est une question européenne. Et on voit qu'il y a des coalitions ou des ententes qui peuvent se faire sur ces questions-là, qui sont très loin des débats où on dit on ne sera jamais ensemble en France. En réalité, au Parlement européen, la coalition, la grande coalition qui se reprépare comme dans le passé, c'est celle qui associera les sociodémocrates, sociolibéraux, les conservateurs et les libéraux. D'ailleurs, c'est le vœu d'Emmanuel Macron. C'est pour ça que moi, je vous parle de ces questions éthiques et de vente d'armes. C'est concret, c'est l'Europe, ça. Et de ça, on n'en parle pas. Mais vraiment, vous, quelle coalition pouvez-vous regrouper au Parlement européen, que ce soit à Strasbourg ou à Bruxelles? Parce qu'effectivement, vous avez raison de signaler que c'est une campagne européenne et que ça ne se passe pas comme en France. Vous avez, vous aussi, la prétention de faire un groupe central, mais tout le monde veut faire un groupe central. Mais moi, je ne prétends pas qu'on y arrivera seul. Ce serait pas des sociaux et des démocrates. Mais non, mais je pense qu'il y a des sociodémocrates aujourd'hui qui ne veulent plus de ce diktat des sociolibéraux qui s'allient tout le temps avec la droite et les libéraux. Donc j'espère que certains d'entre eux feront le pas que nous avons, nous, déjà fait, qui consiste à vouloir constituer un groupe avec
des écologistes, avec des membres de la gauche radicale, le cas échéant avec des sociodémocrates, mais qui sont un vrai groupe de gauche, et qui pose comme principe que la cogestion avec les libéraux et la droite, elle se traduit depuis plusieurs années par de l'austérité, moins de services publics. Ça en France. Mais c'eût été préférable, mais ça n'a pas été possible. La question est-ce possible au niveau européen? La réponse est oui. La réponse est vraiment oui. Donc, moi, c'est ce qui m'intéresse. Pourquoi je m'engage, moi? C'est parce que je veux poursuivre le combat que j'ai commencé aux élections présidentielles et qui, d'ailleurs, à l'époque, était déjà guère soutenu par Jean-Yves Le Drian. C'est pour ça que ça m'amuse de voir aujourd'hui faire des leçons à la terre entière. Mais c'est ce combat-là qui m'intéresse. Vous l'attaquez beaucoup, Jean-Yves Le Drian, ce matin. Mais parce que là, ce qu'on voit, c'est la révélation d'une faillite morale. Cette question des ventes d'armes, je trouve qu'elle touche à l'essentiel. Faillite morale de Jean-Yves Le Drian? Mais de ceux qui sont aujourd'hui au premier plan pour justifier l'injustifiable. C'est pas justifiable de continuer. Il y a un cargo là qui arrive sur le port du Havre pour recharger en armes l'Arabie Saoudite. C'est maintenant que la guerre, elle se fait. C'est pas dans 20 ou 30 ans. Nous continuons, nous, à être les subalternes. Les subalternes pour des contrats commerciaux des monarchies du Golfe qui aujourd'hui font la guerre et notamment tuent des civils. Et je trouve ça insupportable. Et donc c'est pour ça que, oui, je dis qu'il y a là une défaite morale. Deux questions rapidement sur la campagne. Nicolas Hulot a dit dimanche dans un hebdomadaire italien qu'il ne savait toujours pas pour qui il allait voter. Il a voté pour vous en 2017. Est-ce que vous avez des contacts avec lui? Non. Aucun? Non, mais moi je cours pas après les uns et les autres. Je trouve qu'il y a quelque chose d'assez impudique à le faire, pour rien vous cacher. Et puis je crois aujourd'hui que, évidemment, il fera son choix, mais je suis à peu près sûr pour qui il votera pas, en tout cas. Il pourrait voter pour vous? En tout cas, s'il trouvera beaucoup de cohérence entre le vote qu'il a fait au présidentiel et le vote pour le printemps européen. Autre question rapidement, les sondages vous donnent en dessous des 3%, donc sans remboursement, est-ce que ça vous oblige à faire une campagne à minima? Est-ce que vous avez dû renoncer à des choses? Mais c'est toujours pareil, moi je me bats. Je n'arrêterai pas de me battre. Je vais à Grenoble là, je serai à Montpellier, j'essaye de tous les jours, je ferai une grande journée dans les quartiers populaires. Tout le monde s'en fout des quartiers populaires à l'occasion de cette élection européenne. Toutes les listes, il y en a, à part une petite photo ici, par-ci, par-là, tout le monde s'en fout. Et en fait, on a accepté dans ce pays une forme de suffrage censitaire où on tolère le fait que des quartiers ne participent plus. D'ailleurs, ça arrange les élus, comme ça, ils n'ont pas à y mettre les pieds, et comme ça, ils n'ont rien à faire pour ces quartiers et ces classes populaires. Moi, j'y passerai mon samedi dans la banlieue parisienne, et le mouvement Génération du Printemps Européen dans tous les quartiers populaires en France. Bon, c'est ce qui m'intéresse. Après, on verra le 26 mai ce qui se passera. Mais moi, je crois, je vais vous dire, et je vais le dire simplement, parce que je crois les électeurs de gauche, je suis conscient de cela. Vous savez, les idées qui sont les miennes, si elles ne sont pas qualifiées ce coup-ci, c'est vrai qu'il va être compliqué d'imaginer reconstruire la gauche autour de la question du revenu universel, d'un nouveau rapport au travail, d'une conciliation entre la culture de l'écologie politique et la justice sociale. Donc c'est aussi éliminer des idées que d'éliminer des hommes. Et c'est la raison pour laquelle, moi je le dis le 26 mai, aux électeurs de gauche, attention, parce qu'il y a des bulletins de vote qui signifient des alliances avec Emmanuel Macron. Finalement, Emmanuel Macron a été assez malin. À gauche. Lesquels à gauche? Ceux qui aujourd'hui, n'écarte pas des coalitions. Monsieur Timmermans, candidat à la présidente de la Commission européenne pour les socialistes, appelle à une alliance avec Emmanuel Macron. Donc le bulletin Raphaël Glucksmann. Mais en tout cas, ces bulletins-là peuvent conduire à des alliances. En tout cas, moi, je suis favorable à des alliances à gauche et avec les écologistes. C'est clair. Si les résultats ne sont pas à la hauteur de vos attentes, vous pourriez arrêter? Si les résultats ne sont pas à la hauteur de mes attentes, nous en reparlerons peut-être. Merci Benoît Hamon, tête de liste Génération aux élections européennes, d'avoir été notre invité politique ce matin. Merci Hervé Favre, merci Oriane Mancini. On passe au débrief de l'actualité de Denis Jeanbart et Yves Tréhard dans un instant. Bientôt. Benoît Hamon était notre invité. Quitte ce plateau, il est en direct et font leurs entrées. Denis Jeanbart, éditorialiste à Nice Matin et à Challenge. Bonjour Yves, bonjour tout le monde. Et Yves Tréhard, qui est toujours le directeur adjoint de la rédaction du Figaro. Voilà, merci d'être là, Yves Tréhard. Messieurs, la France est en deuil. Même le président américain, d'ailleurs, y est allé de son compliment hier soir. Il a estimé que les Français avaient fait un super boulot en libérant ces otages, dont une américaine, d'ailleurs, il ne faut pas l'oublier, dans le nord du Burkina Faso, au prix de la mort de ces 2 militaires français, auxquels le président Macron rendra hommage au nom de la nation tout entière tout à l'heure aux Invalides. Ce sont vraiment, Yves Tréhard, des super-héros et salués comme tels, d'ailleurs. Il y a une unanimité. Oui, on les appelle super-héros, mais ils sont salués comme tels. Est-ce qu'eux se considèrent comme des héros ou accepteraient d'être pris pour des héros? Je pense que c'est des gens qui se sont engagés dans leur mission, qui sont des missions extrêmement compliquées, d'élite,
qui demande une exigence dans la préparation, aussi bien physique que mentale d'ailleurs, parce qu'il faut être fort pour faire ça. Oui, ça rappelle que l'armée est là pour protéger les Français, et c'est bien qu'il y ait une unité nationale derrière cela. C'est bien que on rappelle que le sacrifice de ces deux hommes, en fait, c'est le sacrifice de l'armée française pour protéger ses nationaux, notre territoire, nous protéger d'une menace. Et cette menace-là, on la connaît, c'est la menace islamiste. Hein. On ne va pas tourner autour du pot. Et moi, je voudrais ajouter simplement un truc. C'est que, le président américain a rendu hommage à ses militaires et aux Français. Faut dire pourquoi, parce qu'il y a une ressortissante américaine parmi les otages, et que cette ressortissante américaine, je crois savoir qu'elle avait une mission de renseignement dans la zone. En dehors de ça, ce qu'il faut souligner à cette occasion-là, c'est que la France fait le boulot que personne ne veut faire dans la bande sahélienne contre la menace islamiste, et que si la France n'était pas là, eh bien, ce sont des centaines probablement de subsahariens islamisés qui viendraient nous menacer sur notre territoire et qui mettraient le désordre, il y en a déjà pas mal, dans cette partie du monde. Donc, il faut quand même là vraiment souligner d'un trait rouge notre mission sur place. Et Denis Jambin, d'ailleurs, si la France fait ce boulot, c'est qu'elle est une des seules nations à pouvoir le faire aussi. Avec ce corps d'élite. Grand soutien financier des autres. Il n'y a pas grand soutien, en effet, européen. Il faut quand même souligner que les Américains avaient mis à disposition, si j'ai bien compris, des drones pour repérer, en effet, les preneurs d'otages. Mais je trouve que Yves a tout à fait raison de rappeler que la France joue un rôle très important et quasiment unique dans cette zone du Sahel, qui pourrait devenir, si la France n'était pas là, la base arrière du terrorisme islamiste radical en Europe. Et en effet, ces deux soldats magnifiquement courageux, j'hésite pas à utiliser le mot de héros, illustre bien ce travail qui est fait par l'armée française et qui a vu déjà beaucoup d'hommes tomber, il faut quand même le rappeler. On va passer à un tout autre sujet, messieurs. On va parler des européennes. On avait, il y a un instant, donc, comme invité politique Benoît Hamon, qui est tête de liste Génération aux européennes. Benoît Hamon, très connu des Français, qui a été candidat aux élections présidentielles pour le Parti socialiste, à l'issue d'une primaire qu'il a gagnée contre un ancien Premier ministre, qui était Manuel Valls, et qui se retrouve, en queue des sondages, avec des scores très faibles. Il n'a pas voulu répondre à cette question que je lui ai posée. Est-ce que, au fond, cet énorme taux de notoriété qu'il a, il est très connu des Français, pourquoi il n'est pas converti en intention de vote pour lui? Est-ce que ce sont ses idées qui sont en cause? Très connu des Français, je dirais qu'il est connu des Français. Par rapport aux autres candidats, il est vraiment connu, les études le disent. Certes, mais il est victime d'une crise que traverse la gauche, et plus particulièrement la gauche social-démocrate partout dans le monde. J'entends dire que la social-démocratie se porte pas mal. Non, elle se porte pas mal. Elle se porte pas bien. Certes, elle existe en Espagne et que dans Finlande. Oui, mais néanmoins, c'est pas le sentiment dominant. Et la social-démocratie française est encore plus malade. Vous voyez bien que aucune liste à gauche à caractère social-démocrate arrive à se faire une place. Là, on va peut-être vivre une période et une séquence assez incroyable où aucun député socialiste européen ne sera élu dans 10 jours. Benoît Hamon... Français. Oui, mais député européen français. Benoît Hamon, il se bat aujourd'hui non pas pour avoir des députés, il se bat pour que sa campagne électorale dépasse 3% et qu'il puisse être remboursé de sa campagne. Donc ça veut dire qu'il y a une crise d'idées. Ils n'ont pas grand-chose à dire. Moi, je pense en plus que tout ça, en effet, est juste, mais qu'on assiste à travers ces élections européennes à la poursuite de la décomposition politique du pays, à laquelle on a assisté il y a 2 ans à l'occasion des élections, de l'élection présidentielle. Et donc, je ne sais pas où ça va s'arrêter. C'est d'ailleurs assez préoccupant de voir que, certes, les Républicains se maintiennent autour de 14% d'après les sondages. Mais 14%, ça ne vous met pas dans la course présidentielle ou législative de manière puissante. Et donc, je crois que la décomposition politique française n'est pas terminée. Elle est extrêmement dangereuse.
On l'a vu dans les 6 mois qui ont précédé, parce qu'il n'y a plus rien qui encadre le corps social français. Plus de partis politiques organisés, En Marche n'est pas organisé d'ailleurs, c'est un échec d'En Marche de ce point de vue. Il n'y a plus de syndicats assez puissants pour contrôler les mouvements sociaux. Et donc on est face à un pays éruptif dans lequel peut se passer des choses soudaines, des explosions, des violences. Allusion à une crise des Gilets jaunes, bis repetita. On a une vraie crise de la démocratie représentative dans ce pays. Oui, c'est vrai, c'est que les Gilets jaunes l'ont souligné, la décomposition est évidemment que Denis a raison, la décomposition n'est pas finie, et donc il faut qu'elle se finisse pour qu'il y ait recomposition, ça c'est paraît évident, mais il y a un problème particulier à la gauche quand même, parce que si vous regardez la droite électoralement, d'abord, elle a encore elle tient les collectivités locales, elle est majoritaire au Sénat. Bon, la droite, on voit qu'il y a eu un frémissement quand même, à partir du moment où il y a eu une tête de liste, elle est passée de 8 à 13, 14. Enfin, 8 dans un sondage, disons 10, 12 à 14. Voilà. C'est pas mal. En revanche, la gauche, on voit pas l'issue. Parce que je pense qu'il y a un problème d'incarnation de la gauche. Il n'y a pas de figure. Et d'ailleurs, c'est assez étonnant de voir qu'au Parti socialiste, la campagne qui est conduite par M. Glucksmann, qui n'est pas du PS, et qui est un novice en politique, ils sont obligés d'aller chercher les grognards, je dirais, de l'époque Jospin et de l'époque Hollande, pour l'encadrer. Donc là, on voit sortir Mme Aubry, M. Hidalgo, M. Cazeneuve. Ça veut dire qu'il y a un problème d'incarnation. Et il y a un problème d'idée. Parce que, néanmoins, je pense que le président de la République actuelle a un peu asséché, quand même, une certaine vision de la social-démocratie dans notre pays. Merci Yves Tréhard, directeur adjoint de la rédaction du Figaro, et Denis Jambard, éditorialiste à Nice Matin et à Challenge, d'avoir débriefé pour nous l'actualité ce matin. On va regarder ensemble, messieurs, le Zap Matin de Christophe Combarieux, avec ce qui s'est également passé dans les autres matinales d'infos. Et on se retrouve après, à tout de suite. Polémique lancée cette fois par une déclaration. Le glyphosate est moins cancérogène que la charcuterie ou la viande rouge qui, elles, ne sont pas interdites. Celui qui le dit, c'est l'un des co-rapporteurs du texte, Pierre Médevielle, sénateur centriste de Haute-Garonne. Ce serait drôle si on ne parle... S'il n'y avait pas des problèmes d'empoisonnement derrière. Les propos de ce monsieur sont absolument inadmissibles. Il faut se battre de toutes nos forces contre le glyphosate. Dans son interview, l'interview qui a mis le feu aux poudres, il mélange des conclusions du rapport et ses propres convictions. Ce rapport ne porte pas sur la dangerosité du glyphosate. Quand on parle du glyphosate, je crois que c'est une névrose franco-française. Tout le monde s'énerve. On a déformé mes propos. À propos de charcuterie viande rouge, j'ai simplement rappelé à ce journaliste que le glyphosate figurait en classement 2B à l'OMS, au même niveau que la charcuterie et la viande rouge. Je ne les accuse pas d'être financés par Monsanto. Je leur dis qu'ils travaillent aujourd'hui pour les pesticides, ils travaillent pour l'agrochimie, ils travaillent contre la santé des Français. Non, mais là, vous voyez, c'est trop facile de replanter ce décor. Moi, personnellement, je n'ai jamais rencontré les gens de Monsanto. J'ai travaillé 2 ans sur le glyphosate. Je ne dis pas la même chose que je cite le classement OMS dans lequel on parle de 2B, de charcuterie, de viande rouge. C'est uniquement une image. Les agriculteurs commencent déjà à trouver des solutions en matière de mécanisation plutôt que d'utiliser des produits chimiques dans leur agriculture raisonnée si elle n'est pas éventuellement biologique. Mais plus personne en France veut désherber mécaniquement. Mais il faut atterrir un peu à un moment donné. Donc quand il y aura effectivement une solution technique viable inspirée de la recherche, de l'innovation, banco. Mais aujourd'hui, ce que vous nous proposez, c'est d'affaiblir l'agriculture française. Pourquoi la liste Renaissance propose de mettre 1000 milliards d'euros sur la recherche? C'est aussi pour orienter, pour travailler sur la recherche, sur les molécules, etc. Ce qui m'alarme, c'est qu'effectivement, ça va mal en France et en Europe. Les montées des nationalismes, de l'extrême droite, des populistes, des comédiens, des gens qui s'amusent avec la politique. Je pense à l'Ukraine. Eh bien, ça fait peur parce que c'est sérieux, la politique. Je rappelle simplement, le budget de l'Union européenne pour une année, c'est 165 milliards ou 166 milliards cette année. Donc, merci. Donc, quand La République En Marche dit on va mettre 1 milliard, ça veut dire que soit, si je sais à peu près compter, il faut tripler le budget de l'Union européenne ou arrêter de faire... Voilà, bref, c'est du grand n'importe quoi. Juste le PC joue sa survie sur ces élections? Ah non, pas du tout. C'est le retour. PCF is back. Et après, c'est la remontada.
Voilà, troisième partie de notre édition avec Territoire Sénat et l'actualité sénatoriale dans un instant. À tout de suite.